Et le gros sujet souvent dans Invest, c'est les travaux en fait. Et nous, l'idée, c'est d'enlever les points de friction pour le client. On trouve le bien, on fait les travaux, on fait la gestion. Et les travaux, c'est là où va se passer plein de choses, où le projet va fonctionner ou va pas fonctionner. On voit, les banques, elles ont des conditions, c'est que du moment donné où tu gagnes des classes énergétiques, je passe une bêtise de F à D, tu peux gagner des points de taux de 0,10, 0,20, 0,25, 0,30. Quelqu'un qui est par exemple de Paris et qui veut investir dans le sud de la France et notamment à Montpellier, il peut le faire full à distance. Ah oui. Alors là, je vais me mouiller un peu parce que c'est un peu ma conviction personnelle, c'est que je pense qu'on devrait s'américaniser sur la relation qu'ont les agents immobiliers et la vente immobilière. Les DPE sont-ils fiables ou pas? Et 3 points de suspension. Non. Alors, on a fait une petite étude, il y avait 90% des DPE qu'on avait. C'est pas vrai. Faux. Et comment on le sait? C'est parce qu'on fait une étude thermique pour nos investisseurs. Donc, si tu veux, quand on vient avec un DPE et que tu le réanalyses et tu fais j'ai été quand même très... il y a des notes en plus. Il y a des sociétés qui font des DPE et les DPE sont faux. Mais c'est un gros sujet, la fiabilité des DPE. Allez, question. Oui ou non, vrai, faux, comme vous voulez les garçons. L'investissement locatif est encore accessible à tous en 2025. Pour moi, oui. Vrai. Et il est encore possible de trouver des biens avec plus de 10% de rentabilité brute. Oui, mais ça dépend de la proportion au risque. Oui. Ok. Les banques sont toujours prêtes à financer des projets d'investissement locatif. Oui, ça dépend lesquels, mais oui. Oui. C'est bien, pour le moment, vous êtes tous d'accord. L'emplacement est plus important que le prix d'achat. Petit oui. Non. La rénovation énergétique est un critère clé pour la rentabilité d'un bien. En fonction des projets, oui. Ah oui, carrément, oui. Oui. Il faut privilégier les petites surfaces pour la rentabilité locative. Non, pas forcément. Pas forcément. Les nouvelles réglementations rendent l'investissement locatif plus compliqué. Oui et non. Faut savoir naviguer en eau trouble, mais oui et non. Oui. Les villes moyennes offrent plus d'opportunités que les grandes métropoles. Oui. Oui. Il faut forcément avoir un apport pour réussir un investissement immobilier. En 2025, oui. Oui. La fiscalité est un frein majeur à l'investissement locatif. Non. Non plus. Les immeubles de rapport sont plus intéressants que les appartements à l'unité. En fonction du profil de chacun, sa proportion au risque, oui. Ça dépend. Acheter un bien déjà loué est une bonne stratégie. Oui. Ça dépend. Il faut toujours négocier le prix d'un bien immobilier. Oui. Oui. J'étais à peu près sûr. Investir dans un bien à rénover est plus intéressant qu'un bien clé en main. Déjà rénové. Ah oui, d'accord. Oui. Ah oui, il faut de la rénovation. Ah oui. Oui. Il est encore possible d'investir sans apport en 2025. C'est piège, ça. C'est possible. Oui, mais alors vraiment un petit oui avec beaucoup de conditions. Mais c'est possible. Plutôt son avis. Ouais. La location c'est un vrai sujet. La location saisonnière est plus rentable que la location longue durée. Ah oui. Il est préférable d'acheter un bien en centre-ville plutôt qu'en périphérie. Non, pas forcément. Ça dépend. L'immobilier, enfin, reste le meilleur moyen de se constituer un patrimoine. Patrimoine, oui, avec effet de levier bancaire. Ok. Oui. Ok. Les garçons, top. On a répondu rapidement à un certain nombre de questions. On a essayé de faire le oui-non, hein, mais des fois, il faut répondre court. Ouais, mais bon, mais bien sûr, on va argumenter. On va aller plus dans le détail. Michael, Loïc, bonjour. Merci de m'accueillir dans vos locaux ici à Green Living, dans la plus belle ville de France. On peut le dire. D'accord, Montpellier. On est dans une ville, il fait soleil comme toujours 360 jours par an à Montpellier. Ouais. Donc voilà, c'est top. Merci de m'accueillir pour cette émission dédiée à l'immobilier. Et on va apprendre plein de choses grâce à cette émission. Mais bon, bien sûr, avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre société Green Living? Ok, écoute, nous on est cofondateurs de la société Green Living. On est une société spécialisée dans l'investissement locatif clé en main dans l'ancien. Parce qu'en fait, nous, notre particularité, c'est que on va chercher les biens
on va faire les travaux, on va les meubler et on va les gérer derrière pour que les intérêts soient alignés avec l'investisseur jusqu'à la fin, puisque si on vend un rendement avec un loyer X, à un moment donné, il faut pouvoir l'assumer et le louer à la rentabilité et au loyer qu'on s'est fixé. Donc, et puis notre grosse particularité, c'est qu'on a un gros focus travaux que porte Loïc, puisque voilà, on fait tout ce qui est rénovation énergétique, DPE, donc c'est vraiment notre fer de lance, c'est vraiment les travaux, l'investissement avec travaux et rénovation énergétique. Ouais. Parce que c'est concernant les travaux, c'est ce qui est le plus rémunérateur probablement, et ce qui est en termes de rentabilité, ce qui peut convenir le mieux. Ouais, c'est le gros sujet souvent d'un invest, les travaux en fait. Et nous, l'idée c'est d'enlever les points de friction pour le client. Donc on fait la chasse, enfin on trouve le bien, on fait les travaux, on fait la gestion. Et les travaux, c'est là où va se passer plein de choses, où le projet va fonctionner ou va pas fonctionner. Donc en fait, du moment où tu viens adresser ça correctement, tu viens régler quand même plein de problèmes qui peuvent permettre de pouvoir déclencher le projet. Parce que pour compléter, c'est quand dans l'immobilier, il y a une martingale il n'y a pas de secret, mais c'est d'apporter une valeur. Et Oui. les travaux, c'est la variable qui te fait apporter beaucoup de valeur. Je donne un exemple très concret, et c'est ce qu'on fait pour pas mal de personnes. C'est t'as un grand studio, tu te transformes en T2. Oui. Donc à un moment donné, tu achètes une valeur de studio et potentiellement tu le loues, ou tu peux le revendre dans 10, 15, 20 ans d'un T2. Donc tu as apporté de la valeur par rapport aux travaux. Alors il y a des conditions que Loïc verrouille, mais voilà, parce qu'il y a des conditions pour transformer un studio en T2, mais mécaniquement tu apportes de la valeur grâce aux travaux. Tu l'as aussi sur la partie rénovation énergétique, qui est un de nos gros volets, sur lequel tu achètes une passoire énergétique. Donc tu peux faire potentiellement une bonne affaire si tu l'achètes bien. On revient sur le prix d'achat de tes questions du début. Ouais. Et venir faire les bons scénarios de rénovation pour pouvoir bien budgétiser la chose et bien réaliser les travaux. Donc oui, les travaux, c'est un gros levier. Parce que j'imagine que au-delà de la rentabilité, des sujets réglementaires, etc., j'imagine qu'aussi qu'il y a le sujet sur la partie travaux, il y a le sujet aussi du fait que il y a des gens qui n'ont pas l'envie, pas le temps, pas les compétences de faire, pas forcément les compétences aussi de budgétiser ça, le montant des travaux. Donc ça, c'est par exemple une partie Oui. que vous prenez en charge. Complètement. Dans cette idée d'enlever les points de friction, ce qu'on s'est dit, je sais pas si tu as déjà essayé de le faire ou vécu la situation, mais tu vas acheter un appartement, t'as pas les compétences effectivement pour pouvoir faire chiffrer les travaux, fais venir un artisan avant d'avoir signé un compromis pour faire estimer les choses, bon courage, c'est un sujet. C'est un gros sujet. Et du coup, si tu veux, c'est pour ça qu'on a immédiatement intégré aussi cette brique-là travaux pour permettre de pouvoir faire bénéficier à nos investisseurs de cette expertise-là en amont déjà au montage du projet, pour savoir si le projet est viable, intéressant. Donc on sait de suite pouvoir se positionner pour estimer les travaux et checker cette enveloppe technique et de budget. Ok, donc dans le concret, quelqu'un qui veut investir dans l'immobilier à Montpellier, par exemple, même si je sais que vous allez bien au-delà. D'ailleurs, vous allez, vous faites une partie du sud de la France. Alors nous aujourd'hui on est uniquement sur Hérogard, Béziers, Montpellier, Nîmes-Alès, c'est là où on est. Mais après il y a des voies de développement futures qui sont dans les tuyaux sur les grandes villes. En tout cas Sud France, ça c'est sûr, ça la première brique elle est là. Ouais. Donc en gros, alors je sais que vous allez en parler des différentes cordes que vous avez développées pour Greenbuilding, mais le sujet principal à la base, c'est voilà, en gros, je veux investir dans l'immobilier locatif. J'ai trouvé un bien qui me semble intéressant, mais il y a des travaux. Je vous sollicite pour savoir si, avec les travaux que vous pouvez éventuellement mettre en place, le bien sera rentable, et vous allez me calculer en gros, voilà, en gros la rentabilité de ce bien-là, travaux inclus, etc. Ouais, C'est ça. c'est exactement Ouais. ça. En fait, les personnes qui font appel à nous sont des gens qui, des fois, sont experts, des fois en rentabilité, en coût de travaux ou quoi que ce soit, mais ils ont pas le temps, pas l'énergie. Ouais, c'est souvent le manque de temps pour ce genre de profil. D'autres sont néophytes, c'est-à-dire qu'ils vraiment ils connaissent vraiment rien et que du coup ils font appel à nous pour justement verrouiller tous ces postes. Parce que ce qui est pas perceptible dans l'immobilier, c'est qu'en fait, quand tu as déjà fait des investissements, tu sais le nombre d'étapes qu'il y a. Il y en a, mais franchement, si tu décomposes tout, je crois qu'il y en a, ouais, il y a en fonction des personnes, mais tu en as des dizaines, 20, 25, 30 étapes. Hein. Oui. Donc c'est énorme. Donc nous, on enlève chaque point de friction de toutes ces étapes-là, mais quand un client vient nous voir, on établit un cahier des charges en fonction de son profil, parce que moi je le répète, c'est que l'investissement est unique au cas par cas. C'est-à-dire qu'une personne veut venir te voir en faisant, alors on peut peut-être développer, mais du LMNP, déficit foncier, voire du de Normandie.
dans 5 ans, elle va peut-être changer de stratégie, mais une autre personne, elle peut venir uniquement pour du LNP ou uniquement pour du déficit foncier. Et donc, à partir de ce cahier des charges-là, on va établir une vraie stratégie immobilière et on va aller chercher le bien, le montant de travaux qu'il faut pour justement correspondre au projet qu'il veut faire. Ouais. Et mettre une rentabilité, évidemment. Et mettre une rentabilité, bien évidemment, en face. Ouais. Ça part de là. Ça part de là, mais il y en a qui viennent aussi pour avoir un produit défiscalisant et donc on part aussi des impôts à payer. C'est possible aussi. Ok, donc du coup, bon, on en a déjà dit pas mal. Si on doit résumer, quelles sont les grandes lignes en fait de votre activité du coup et en quoi vous vous différenciez quelque part? Alors, vous avez évoqué le sujet écologie, le sujet travaux, accompagnement des travaux, tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres lignes au-delà de ça où vous estimez que Green Living est une entreprise innovante dans Ouais. Sur les activités, donc tu l'as compris, mais je te refais le package. En fait, on est capable de faire vraiment du clé en main de bout en bout. C'est-à-dire que nous, on va de l'investisseur au locataire. Sur la partie investisseur, on est capable de pouvoir trouver le bien, donc définir le cahier des charges avec lui, trouver le bien, gérer les travaux et l'ameublement, et gérer la gestion. L'idée, comme tu le disais, c'est de pouvoir aligner tous les intérêts. Et ça fait vraiment la différence de pouvoir être certain que tous les tous les intérêts sont bien alignés. Sur la partie écologique, nous, on a un gros volet qui concerne la partie rénovation énergétique, le réemploi, aussi des matériaux, si tu veux, sur la phase travaux, et ensuite la mesure des consommations qu'on va pouvoir faire aussi, et guider les locataires à mieux utiliser leurs biens. On a vraiment toute la verticale, donc de l'investisseur au locataire, avec des points de valeur qu'on vient apporter sur chacune des étapes. D'où les petits alors vous allez m'engueuler parce que c'est pas le nom, mais les petits interrupteurs que j'ai vus dans certaines vidéos que vous mettez pour mesurer. C'est ça, des compteurs connectés qui permettent effectivement de mesurer les consommations. Voilà. Okay. Mais ça permet de sensibiliser les gens. Ouais, c'est bien. Parce qu'en fait, on parle dans nos anciens métiers, notamment le mien. Moi, j'ai travaillé pendant pas mal de temps dans un bureau d'études environnementales, dans le neuf, et tout était calculé, mesuré pour pouvoir compenser. Mais dans l'ancien, il y a rien. En fait, il y a rien. Donc du coup, on a modestement amené certains leviers qu'on avait par nos métiers passés dans l'ancien. Voilà. Et ça, il faut évangéliser, éduquer pour que ce soit développé. Ouais, puis avec l'air du temps, d'être plutôt aligné avec les modes d'aujourd'hui et ce que nos gouvernements et même futurs probablement vont pousser à faire. C'est-à-dire aller de plus en plus dans ce genre de choses-là. Ah ben, il est évident que le logement bas carbone, c'est un peu le mot un peu à la mode, un peu galvaudé, mais c'est le maître mot des futures politiques actuelles et futures, ça c'est sûr. On rentre dans le vif entre guillemets du sujet. Alors je sais que évidemment on va aller dans la simplicité, mais en gros, qu'est-ce qui fait que vous allez sélectionner un bien en particulier? Est-ce qu'il y a voilà, est-ce qu'il y a un premier, tiens par exemple le premier critère, Michael par exemple, le premier critère que tu vas regarder ou un des premiers critères que tu vas regarder avant de sélectionner un bien immo pour un client? Qu'est-ce que ça va être? Alors c'est malgré tout l'emplacement. Oui. Ça, c'est quand même le critère. Mais ce que j'aime bien regarder quand même, c'est l'équilibre emplacement prix au mètre carré. Parce qu'en fait, quand tu visites, ou même, il y a certains secteurs que je ne visite même plus, parce que je connais la rue, l'immeuble, et à un moment donné, dans une même rue, dans un quartier d'une même rue, d'un immeuble, et pas le même palier, avec ou sans travaux, malgré tout, si tu vois, le prix au mètre carré c'est 3 000 mais qu'il y a beaucoup de travaux, il faut visiter entre 2 000 et 2 500, alors que l'emplacement est bon. Donc il faut quand même avoir cet équilibre, je pense, entre emplacement et prix au mètre carré, prix d'achat. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, vraiment à regarder, quoi. En tout cas, c'est ce que je regarde en premier. C'est la base de la base pour garantir une bonne rentabilité, quoi, au final. Déjà pour s'y intéresser. Parce qu'après, la rentabilité, il faut aller la chercher. En créant de la valeur, en créant peut-être une pièce, en créant, je sais pas moi, un espèce de co-living, une coloc ou une Airbnb ou même un studio de transformer en T2. Voilà. Avant d'apporter de la valeur, déjà de valider ce couple emplacement en prix au mètre carré. Ok. Donc, à partir du moment où tu es sur la première étape recherche du bien, du coup, sur le reste des étapes clés jusqu'à la mise en location, alors on va peut-être pas toutes les décrire les unes après les autres, mais en gros, c'est quoi les étapes
entre le moment où tu commences toi à rechercher le bien et in fine la signature, voire même la mise en location d'un local. Bah, déjà, en fait, moi, je vais m'occuper de la validation du cahier des charges et du financement des clients. Ouais. Donc ça, c'est primordial. Ah, du financement des Alors, clients également? on valide le financement. D'accord. On a des partenaires avec qui on travaille OK. pour au moins valider que la personne soit solvable, hein, très clairement, et qu'il y a un financement derrière. Parce que nous, on est rémunéré au succès et qu'on peut pas se permettre d'arriver à la fin et de pas avoir le crédit, quoi. Oui, bien sûr. Pour nous, c'est pas Et possible. ça fait aussi gagner du temps au client. Et ça fait gagner du temps aussi aux clients. Donc ça, c'est toute la partie, on va dire, profil client. Puis après, on va quand même, moi, je vais sourcer, faire une préestimation de travaux, voilà, sous couvert de Loïc. Dès que je visite quoi que ce soit, j'en parle au pôle travaux pour valider, pour voir si l'enveloppe travaux est bien budgétisée. Et ensuite, dès que c'est ça, le client fait une offre d'achat, compromis, et dès que c'est le compromis, ça passe en plus en pôle travaux. OK. Quasi systématiquement, c'est des biens, avec travaux du coup? Ah, majoritairement, oui. Mmh. On a fait très, très, très peu, on a fait des projets, bah, c'est pour ça que c'est vraiment du cas par cas. Ouais. On a eu des clients où il y a eu, je sais pas, très peu de travaux, on a meublé. Pourquoi? Parce que la personne, Oui. elle nous disait: «Bah, voilà, moi j'ai besoin de faire un LMNP point barre, j'ai peur des travaux». Il y en a. Alors bien qu'on le maîtrise, ils ont confiance, hein, mais ils disent: «Bah, voilà, moi je préfère faire le minimum de travaux, je meuble et c'est tout». Alors c'est minoritaire, la majorité veulent beaucoup de travaux, hein, pour cause du déficit foncier ou du LMNP, c'est beaucoup plus intéressant. Mais en fonction des profils, ça arrive d'avoir peu de travaux. Donc ameublement, vous faites également? C'est-à-dire que vraiment le client, en gros vous a enfin que caricature pardon, Ouais, mais vous faites en gros vous envoyez, les photos avec, les ouais. meubles que le client a choisis ou que vous avez potentiellement suggéré au client. Il choisit, puis, c'est vous qui vous débrouillez avec ça et in fine il va arriver et tout l'ameublement Bah, sera fait? si je t'apporte une précision, c'est qu'en fait, entre la validation du cahier des charges et le sourcing, dès que moi j'ai sourcé, j'envoie un BP, un business plan au client. Donc c'est un mini fiche d'investissement ou un mini site internet. Pareil, c'est où il y a tout, l'emplacement, l'adresse, des photos, les informations financières. Il a un BP, un Excel intégré dans ce mini site qui lui permet de voir l'effort d'épargne, le cash flow, l'autofinancement, tout. Il y a une full transparence sur les coûts, c'est-à-dire combien le prix du foncier, les honoraires living, le coût travaux, le coût ameublement, le coût notaire, tout est mis de façon à ce que la personne, de son canapé, puisse prendre une décision. Voilà. Après, bien évidemment, si la personne veut visiter, elle visite, il n'y a pas de sujet. Et sinon, on fait photo, vidéo, de tout. Et si on fait une Matterport, une visite virtuelle pour que le projeter, parce que la plupart de nos clients sont pas là. Donc du coup, on les projette dans le projet. D'accord, ça c'est génial parce qu'il y a beaucoup, j'imagine, de gens qui veulent investir, par exemple, à Montpellier, Ouais, parce que bah on sait que pour le coup, ça on doit défendre absolument notre ville. On sait que c'est une ville porteuse, notamment ouais, grâce à son pôle étudiant, ouais, etc., etc. Donc voilà, quelqu'un qui est par exemple de Paris et qui veut investir dans le sud de la France et notamment à Montpellier, bah, il peut ouais. le faire full à distance. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. Ah, aujourd'hui, maintenant, il ou elle, ou le couple peut prendre une décision de son canapé, heu, sur, en tout cas, la partie chiffrée. Mmh. Après tout ce qui est la partie opérationnelle terrain, on s'en occupe, puisqu'en fait, bah, voilà, typiquement quand on visite, moi je suis capable d'envoyer, photos, vidéos aux clients pour leur dire: «Bah, voilà, est-ce que ça peut rentrer dans votre cahier des charges? Oui, non, sinon, bah, on passe à autre chose» et si vraiment il y a un point d'intérêt, on va dire on est capable de faire une visite virtuelle et là vraiment, ils sont vraiment projetés en 3D. Pourquoi? Parce que, ils peuvent se balader dans l'appartement ou la maison, ça vraiment ça les projette, vraiment bien et ils apprécient, hein. Ils apprécient énormément, ouais. Ouais, j'imagine. OK. Très clair. Super, bah, ouais, effectivement, vous allez très loin et donc, du coup, on passe à un autre il y a beaucoup de sujets majeurs, hein, actuellement et donc on en a un petit peu parlé, hein, sujet, écologie et rénovation Mmh. énergétique. Là, du coup, si je comprends bien, c'est, probablement encore plus la partie, sur, Loïc. Ah, ouais. C'est plutôt maintenant. Axe fort, j'ai compris, l'écologie, dans votre stratégie. Pourquoi? Parce que moi, encore une fois, moi, que toutes les vidéos que je fais, toutes les émissions que je fais, j'essaie d'être le plus transparent possible sur, mon ressentiment, Mmh. qui est parfois positif, parfois négatif, et également sur mes questions. Et là, j'ai un sujet, moi, c'est que j'ai toujours eu l'impression
mais peut-être que du coup tu vas me convaincre. Toujours eu l'impression que l'écologie dans le sujet du locatif était une contrainte, notamment en termes de rentabilité. Est-ce que Loïc, tu es d'accord avec ça ou pas du tout? Ou voilà, je te Tu as 2 heures. fous ça, Je suis content d'avoir l'opportunité de pouvoir te débattre de ça. Super. Donc, moi, je pense que l'écologie, c'est, je comprends ton prisme et je pense qu'il est normal, mais en fait, nous, on a pris le parti pris de se dire, il faut que le logement soit plus vertueux. Comment faire pour pouvoir le faire sans impacter le rendement? Ça, tu vois, en fait, le prérequis qu'on a bâti, enfin qu'on a pris sur notre hypothèse de départ, il y en avait plusieurs, il y avait celle-là. Parce qu'en fait, c'est une super opportunité, le fait de pouvoir faire de la rénovation énergétique. En fait, l'écologie, elle va s'exprimer sur différentes formes au niveau du bâtiment. Et sur le locatif, ça sort pas de ce cadre-là. C'est-à-dire que ça va rester très intéressant d'en faire. Il y a plusieurs sujets. Il y a le sujet de la rénovation énergétique. Mmh. Donc ça, c'est quoi? C'est faire en sorte que ton bâtiment, ton appart, ta maison, ton immeuble, soit plus économe en énergie. Tu dépenses moins versus ce que tu consommes. Ça a plusieurs intérêts. C'est avoir un bâti qui est plus agréable à vivre, Ouais. parce que du coup, c'est aussi plus confortable. Donc, si tu fais de la rénovation énergétique, tu consommes moins et tu as un endroit où tu viens vivre qui est plus confortable. Là, tu dis, OK, c'est cool, t'as rien dit. Non, mais Ça paraît logique. c'est intéressant. Est-ce que du coup, juste, je te fais juste une Mmh. question dans la question. Est-ce que du coup, le fait, pour toi, justement, d'améliorer le bien, etc., pour toi, ça peut être aussi un critère pour avoir potentiellement des loyers plus chers, tout simplement. En fait, tu vas pouvoir avoir des loyers qui vont être plutôt assez hauts par rapport à la moyenne du secteur, et tu vas pouvoir pérenniser tes locataires plus parce que tu vas faire un logement qui est extrêmement bien réfléchi, bien pensé et conçu pour qu'il soit agréable à vivre. Donc, si tu veux, ça s'exprime sur plein de choses. Rénovation énergétique, et aussi parce que Et ils consomment moins d'électricité, ils consomment j'imagine. moins, donc du coup, ça va faire baisser les charges puisque du coup, si tu veux, il y a eu une grosse action qui a été faite sur ça. Mmh. L'écologie aussi, ça va être sur le type de matériaux qu'on va utiliser, la réflexion globale qu'on a sur le projet pour vraiment réfléchir en profondeur tous les aspects, pour voir comment tout peut être optimisé. Ça va être l'ajout de ventilation, ça va être changer le système de chauffage, de production d'eau chaude, l'aligner avec l'utilisation qu'il va y avoir du bien aussi. Donc en fait, quand tu le réfléchis dans sa globalité, tu vas pouvoir proposer un logement qui est plus sain, plus durable et qui est plus agréable à vivre. Après, oui, ça a un coût. Et nous, en fait, notre grosse force, c'est qu'on est expert dans la rénovation. Donc, on est vraiment spécialiste de l'ancien. Donc, on connaît, on va dire, tous les hacks qu'il peut y avoir et tous les pièges qu'il peut y avoir qui peuvent faire exploser le projet. Mmh. Nous, vu qu'on fait que ça tous les jours, si tu veux, on maîtrise extrêmement bien la chose, ce qui nous permet de pouvoir le faire et tous les process qu'on a mis en place sans que ça fasse exploser la note, si tu veux. Donc, on peut faire un bâtiment plus écologique sans que ça vienne dégrader la rentabilité financière. Et d'ailleurs, les clients qui viennent nous voir aujourd'hui viennent nous voir pour de la renta. Et si tu veux, c'est pas un effort pour eux de dire on va faire mieux. De toute manière, on va faire mieux. C'est nous qui prenons le parti, si tu veux, d'optimiser les choses pour pouvoir le faire. Très clair. Tu m'as hypé un peu là. C'est bien. Je vais faire les travaux moi aussi dans les apparts. On est là. Quel type du coup, si on doit rentrer, allez, bon, j'imagine que tu vas pas tous les citer, mais en gros, pareil pour la question initiale, en gros, sur quels axes prioritaires tu vas aller pour rénover un bien dans le cadre Mhm. de l'économie d'énergie, etc. Déjà, il faut analyser la situation. Parce que tu rénoves pas pareil un appart, un immeuble, une maison. Oui. Donc, faut partir du cas. Faut partir de ce que tu peux faire. Oui. Par exemple, on va prendre le cas d'un appartement en diffus. Donc, t'achètes pas un immeuble, là, t'achètes un appart. Faut voir s'il y a un plan de rénovation qui a été fait au niveau de la copro. PPT, ouais. C'est ça. S'il y a une stratégie de rénovation qui est déjà en place pour pouvoir t'inscrire dedans. Analyser déjà ce facteur-là. Qu'est-ce qui est faisable techniquement? Au niveau de ton appart, de la copro, techniquement, ce que tu peux faire et ce que tu as le droit de faire. La première chose à faire, c'est ça. Et ensuite, une fois que tu as cadré ça,
les grandes lignes, les grandes familles, ça va être de l'isolation pour réduire les déperditions, changer les menuiseries, isoler, changer le système de chauffage, de production d'eau chaude, rajouter une ventilation. Donc ça va être sur toute la partie travaux. Et ensuite, ça va être pouvoir mesurer les consommations et éduquer, si tu veux, les occupants. Enfin, éduquer, c'est un mot un peu pas vulgaire, mais les aider à mieux utiliser leur logement. Parce que tu peux faire des travaux aussi bien que tu veux. Si le locataire derrière, il laisse la fenêtre ouverte et il met le chauffage à fond, tu perds un peu la cohérence du truc. Donc, tu veux dire qu'il y a un travail quand même, malgré tout, malgré les matériaux qu'on met, malgré les choses qu'on met en place, il y a un travail pédagogique à faire. Ouais. En amont. Et avec l'investisseur, en lui disant, en fait, on va pouvoir faire tout ça. Et c'est jusque là qu'il faut aller parce que ça a de l'intérêt pour vous en tant qu'investisseur. Parce qu'en fait, avec la rénovation énergétique, vous allez gagner de la valeur sur votre bien. La valeur verte, si tu veux, d'amélioration énergétique. Aujourd'hui, tu as une passoire énergétique. Tu viens de sortir de ça. Tu viens faire une amélioration. En fait, ça valorise le bien financièrement. Donc, si tu veux, tu as ça. Et ensuite, tu as le locataire en disant, ouais, mais bon, au niveau des charges qu'il va y avoir à payer, nous, on va vous aider aussi à faire en sorte que vous compreniez comment s'utilise votre logement pour venir réduire ça. Bien sûr. Donc, ouais, c'est une action en parallèle. C'est complémentaire. Exactement. Ouais, je comprends bien. Très clair. On a, enfin moi c'est assez fou là aussi pour le coup. Tu m'as bien éclairé sur ma première interrogation. J'en ai une seconde parce que je trouve que, je pense que ce sentiment est partagé par beaucoup, hein, mais je trouve que ce que l'État met en place aujourd'hui avec des grands mots, tu sais, sur les primes énergétiques, on parle de MaPrimeRénov', on parle des certificats d'économie, tout ça, on comprend absolument rien à ça. J'imagine que je suis pas tout seul. Je n'ai pas suis pas très brillant, mais j'imagine que je suis pas tout seul. Comment tu appréhendes tout ça? Comment tu en parles? Comment tu communiques avec tes clients de ça? Voilà. Comment, dans le concret, comment ça se passe? Alors, je vais te laisser répondre, mais je donnerai aussi une version bancaire. Parce que, en fait, Loïc va avoir une réponse travaux. Ça m'intéresse la version bancaire. Et la version bancaire, qui est la version que moi j'ai avant. Parce que, voilà. Mais donc, il peut y avoir deux réponses, quoi. Oui, bien sûr. Ce que tu ressens, tu n'es pas le seul. Je tiens à te rassurer. Non, c'est pas fait pour être simple. Ouais, c'est sûr. Alors, juste question dans la question, tu penses que c'est volontaire ou pas? Alors, c'est un constat. J'irai pas jusqu'à juger le constat, la chose. Je sais pas. Mais en tout cas, tout état de cause, c'est pas simple. C'est pas simple et il faut être guidé dedans parce que seul, c'est un truc complexe. Parce qu'en fait, il y a plusieurs choses à analyser. C'est ta situation ou la situation du foyer qui va mobiliser les travaux et qu'est-ce qui est mis en place. C'est-à-dire qu'est-ce que tu vas faire comme travaux, quelles solutions techniques sont faites pour être éligible à certaines choses ou pas. Donc tout ça, faut faire un espèce de gros canevas pour pouvoir analyser. Nous, le parti pris qu'on a pris, c'est de faire un partenariat avec des sociétés qui nous aident et qui aident nos clients à pouvoir scanner au niveau des revenus, au niveau des primes, au niveau des aides qu'il peut y avoir, à quoi ils peuvent avoir droit, prétendre, et du coup pour guider ça. En fait, pour pas les laisser seuls face à ce marasme, c'est si tu veux pouvoir proposer, venir plugger si tu veux ce service pour analyser la chose et voir si c'est pertinent ou pas. Parce que des fois, c'est pas forcément pertinent d'aller chercher telle solution technique pour avoir tant d'aide versus, en fait, il y a d'autres choses qui sont aussi performantes. Il n'y a pas d'aide, et si tu veux, tu as tout le temps cet arbitrage-là à faire aussi. Tu veux dire qu'il faut calculer quelque part, mais ça on le voit aussi à la banque, hein, il faut calculer en gros l'écart de coût que ça va coûter pour être éligible à une prime derrière. C'est ça. En gros, si ça coûte plus cher pour être éligible à une prime, des fois ça vaut pas forcément le coup. Et est-ce que c'est la bonne solution technique aussi? Parce que nous, on part dans l'intérêt du client, c'est-à-dire qu'on va pas le faire partir dans l'espace si ça sert à rien. C'est du locatif et on va venir faire de l'amélioration énergétique. Mais si tu veux, le gros avantage, c'est que, encore une fois, vu qu'on maîtrise toute la verticale, on sait vraiment le guider sur, à notre avis, ça c'est plus pertinent que ça, pour telle et telle raison. Et après, lui, il peut prendre les décisions en fonction. Mais si tu veux, c'est vraiment aider à éclaircir tout ça, quoi. Parce que dans rénovation énergétique, il y a rénovation avant. C'est-à-dire, on fait de la rénovation. Et la rénovation énergétique, c'est quelque chose qu'on vient mettre s'il y a un intérêt. Voilà, on est très câblé là-dessus, on est capable de faire des DPE projetés, on est capable de faire des montants de travaux en disant, ben voilà, on va atteindre peut-être potentiellement cette classe-là, on peut mettre ce montant de travaux en face pour atteindre une classe énergétique X, ça on est capable de le faire. Mais on fait de la rénovation dans un premier temps. Ça, il faut vraiment le dire parce que faut pas être jusqu'au boutiste de la rénovation énergétique. Voilà. Ok.
Pas de souci, très clair. Du coup, au niveau des banques, Alors oui, au niveau des banques. Ah oui, parce que ça, c'est aussi important, c'est que il faut voir aussi où va la rénovation et la rénovation énergétique. Et souvent, bah, pas de financement, pas d'investissement. Donc à un moment donné, si tu veux faire un projet immobilier et maximiser ton levier bancaire, bah, tu passes par les banques ou du moins des courtiers. Et en fait, on voit les banques, elles ont des conditions, c'est que du moment donné où tu gagnes des classes énergétiques, Énergique. par exemple, je sais pas, tu es en passeur thermique, tu passes d'une bêtise de F à D, Ouais. tu peux gagner des points de 0,10, 0,20, 0,25, 0,30 en fonction de si dès le début, je dis bien dès le début de ton projet, tu as fait ton compromis. Et c'est là où la difficulté, c'est ce que je rejoins à Loïc, de faire chiffrer ces travaux-là, d'accord? Et d'amener un devis travaux avec en banque et qui dit voilà, ce montant de travaux est de X, j'ai fait bosser j'ai fait un DPE projeté qui m'amène à cette classe énergétique. Voilà. Et là, la banque est capable d'étudier ton Ok. projet et de dire ben voilà, monsieur, madame Michu, ben, vous pouvez gagner, je vous ai fait un taux à On n'a plus 3, qu'une décote. on n'a plus qu'une décote par rapport Ouais. à votre projet de Ouais, ouais. rénovation énergétique. Ouais, je comprends. Et ça, mine de rien, bah, du coup, la partie travaux et DPE, bah, nous, les gens, c'est fluide pour eux. Ouais. Mais s'ils le font par eux-mêmes, il faut trouver les bonnes entreprises câblées, les bons diagnostiqueurs câblés. Donc, bah, nous, on enlève cette point de friction et ils arrivent dès, on va dire, le jour plus 1 ou plus 2 après le compromis, avec tout un document, un dossier béton auprès de leur banquier qui peut potentiellement leur faire gagner des points de base. Ok. bon, Ouais, très clair. un point de plus en faveur de la rénovation énergétique. Oui, mais à condition, c'est toujours pareil, comme tu l'as très bien dit, à condition que ce soit bien réfléchi, bien pensé, pas Ah faire oui, oui, n'importe oui, oui. quoi. Faut Ça, une c'est sûr. stratégie en fait. Ouais. Faut, nous, on le réfléchit vraiment en stratégie pour l'investisseur, de la sélection du bien au type d'exploitation qu'il va y avoir, et ensuite sur toute la stratégie de travaux qu'on va venir amener. Il peut y avoir une logique, des étapes à respecter, etc., etc. Non, non, mais c'est assez clair. Si on se penche sur l'actualité, quand je dis l'actualité, donc on est au mois d'avril 2025, évidemment, peut-être que lorsque la vidéo sera visionnée dans quelques mois ou dans quelques années, les choses auront évolué. Mais par rapport au marché actuel, peut-être on peut même parler, si vous voulez, du marché montpelliérain, hein, ça peut être intéressant également, voir si vous constatez, j'imagine que vous avez des données plus nationales, voir aussi peut-être s'il y a des différences d'évolution par rapport au marché montpelliérain. Mais quel est actuellement votre regard sur le marché immobilier actuel en France et donc pourquoi pas éventuellement sur le marché montpelliérain? Bah, déjà, ce qu'il faut savoir, en tout cas de notre propre analyse, c'est que chaque marché, ce sont des micro-marchés en France. Il faut, parce que on peut avoir une lecture globale, nationale, pour peut-être avoir des tendances, Oui. mais si la personne veut investir dans une ville, et Montpellier et ailleurs, je veux dire, il y a pas de, Bien sûr. franchement, on peut parler d'autres villes, c'est que c'est des micro-marchés à part entière. Allez, et je pousse le raisonnement, des micro-marchés par rue, par quartier. Mais on va faire simple, même par ville. Parce que on voit, malgré tout, sur que les 5-10 dernières années, les plus grandes villes, on va dire les 3, 4, 5, on va dire les 5 premières, Ouais. soit Paris, Lyon, Nantes, voilà, 3-4 villes quand même, elles ont quand même dévissé, entre guillemets. On peut dire qu'elles ont fortement baissé. Tu veux dire le prix Le prix au mètre, des... ouais, le prix au mètre carré ont baissé. Par contre, tu as des Tu villes. estimes à combien à peu près cette baisse Moi, j'ai vu entre 7, environ 7% de baisse. Et là, en fonction, à Paris, tu as des arrondissements qui sont peut-être allés jusqu'à 10, tu vois. Mais entre 7 et 10% de baisse sur ces grandes villes. Ouais. Et je crois même à Lyon, on est allé beaucoup plus loin. Est-ce que cette baisse, j'ai toujours entendu dire que lorsqu'il y avait des baisses comme ça sur le marché immobilier, ils impactaient en général les biens les plus gros. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu le constates ou pas forcément? Je le constate pas forcément. Moi, je constate plus que c'est plutôt par une typologie. Alors déjà que les prix avaient fortement gonflé. Oui. Et puis surtout, c'est que c'est le pouvoir d'achat des gens. Oui. En fait, c'est À la demande. exactement. En fait, c'est aussi basique que ça. Mm. C'est qu'à un moment donné, une personne, je dis une bêtise, qui veut vivre, parce que les villes concentrent tout dans les centres-villes. Mais l'immobilier, c'est une histoire de vase communicant. C'est-à-dire que les centres-villes sont chers. Du coup, ça se gentrifie sur la première couronne. Ça devient trop cher. Ça se gentrifie sur la troisième. Et sur certaines villes, en arrondissement. Voilà. Mais en fait, c'est une histoire de vase communicant. Et qu'à un moment donné, la ville, si elle devient trop chère, on a connu une crise immobilière. Ça a baissé. Et c'est là qu'il y a les opportunités. Oui. Eh ben, clairement. Comme dans tout. Exactement. Donc, c'est quand ça baisse qu'il y a les opportunités. Alors oui, les conditions bancaires en parallèle ont peut-être un peu été durcies, mais ça a toujours été le bon moment pour investir
dans ce marché actuellement, plus pour les gens qui avaient du cash, voilà, que d'autres, mais c'était un beau moment pour investir. Mais le marché immobilier, notamment si je fais un focus sur Montpellier, a plutôt stagné. C'est-à-dire, et même on voit que là, depuis 1 ou 2 mois, ça remonte Oui, c'est légèrement. vrai, c'est vrai. Donc, c'est ce que nous, on constate. Ouais. Et là, par exemple, je donne un exemple très concret. Je devais visiter une villa pour des clients. En 3 jours, elle est partie. Il y a 6 mois, c'était pas le cas. Voilà. Donc tu ressens là depuis et certainement dû à l'impact de la baisse des taux aussi. Exactement. Bah, tout est corrélé, hein. De toute façon, c'est simple. Alors, c'est timide, c'est des frémissements, mais on termine le premier trimestre 2025, et je pense que de trimestre en trimestre, ça va s'accélérer. C'est-à-dire les délais de vente vont se rétracter. C'est-à-dire, moi, ce que j'ai cru constater, du moins sur les chiffres, etc., parce que bon, même si on touche beaucoup à la bourse, moi déjà, je suis investisseur perso, immobilier, donc je m'intéresse forcément à l'immobilier, même si j'ai pas bien sûr vos compétences. Mais ce que j'ai constaté, c'est que le nombre de ventes avait en effet baissé. Mmh. Par rapport à ce qui se faisait avant. Moi, j'ai de la famille et des amis qui sont notaires, etc. Donc, on constate en effet que il y a eu beaucoup moins en nombre de ventes. Par contre, en termes de baisse, ça n'a pas été si spectaculaire que ce que on annonçait. Alors, est-ce que ça va venir plus tard? J'ai un gros doute. Je pense que si elle avait dû vraiment avoir une baisse majeure sur l'immobilier, je pense qu'elle aurait déjà eu lieu. Mais en tout cas, voilà, c'est plus le nombre de ventes, comme tu l'as dit, et que véritablement le prix Oui, mais il a baissé un petit peu. Hein, encore une fois, c'est que si tes amis notaires et les mondes du professionnel sont sur le secteur montpelliérain, ils ont raison. Je pense que si tu prends des notaires lyonnais ou des notaires nantais ou des notaires parisiens sur certains arrondissements, je pense qu'ils ont dû constater une baisse. Oui. Voilà. Mais par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a certains marchés qui ont été résilients. Bah, la plupart des marchés ont été résilients. Oui, c'est ça. En France, si tu veux faire une moyenne de manière générale, les prix n'ont pas dévissé. Je veux dire, ça a été ponctuellement par grande ville. Ça a été vraiment ponctuel. Oui, et puis surtout, il faut regarder d'où on part, d'où on vient. Exactement, ouais. Parce que tu te dis, bon, même s'ils ont perdu, allez, je sais pas, 10-15%, est-ce que on est revenu ne serait-ce qu'au niveau de Covid, avant le Covid? Exactement. C'est même pas sûr, en fait. Exactement. Je suis même pas sûr que les prix aujourd'hui, globalement, si on devait faire une moyenne, sont moins chers Mais qu'avant. c'est pour ça aussi Covid. que l'analyse qu'ont fait tes amis notaires, professionnels immobiliers, elle est vraie, puisqu'en fait, le marché s'est grippé. C'est-à-dire que les volumes ont baissé, mais les prix ont stagné, en tout cas sur notre zone, et donc du coup, il n'y a pas d'offre et demande, il n'y a pas de transaction en fait. Ouais. C'est ça qu'en fait, là où le marché s'est grippé. C'est Alors, qu'en fait, pourquoi véritablement, si on a tous constaté en effet une forte chute des volumes d'échange, finalement, pourquoi les prix n'ont pas si baissé que ça? Est-ce que c'est parce que finalement, il y a un taux de chômage qui est resté relativement bas, du coup les salaires se sont maintenus quand même globalement, voire même augmenté avec l'inflation, etc. Est-ce qu'il n'y a pas de ça aussi quelque part? Est-ce qu'il y a d'autres pistes qui font que du coup ça a soutenu quelque part la valeur? Pas les échanges, mais la valeur des biens, notamment à Montpellier? Est-ce que c'est quand même malgré tout demandé? Donc tout le monde, certes, se dit c'est peut-être pas le moment d'acheter, mais de là à complètement délaisser l'immobilier, c'est peut-être un petit peu. Est-ce que tout le monde n'est pas quelque part à l'affût et que dès qu'il y a une baisse un petit peu anormale, il n'y a pas tout de suite quand même un acheteur qui se dit bon là, je saisis l'opportunité? Pour toi, quelle est ta vision là-dessus? moi, la vision que j'en ai, c'est qu'il y a eu, je le résume par un attentisme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que je vois depuis plusieurs mois, c'est qu'en fait, les gens attendent. Voilà. Et si je développe, que je devais un peu développer, c'est qu'en fait, ils attendent. Pourquoi? Parce que comme tu l'as très bien dit, les salaires ont été maintenus post-Covid. Le télétravail a été fortement augmenté. On est revenu, on va dire, à des choses un peu plus simples. Genre au lieu de 3 jours de télétravail, maintenant, t'en as plus que 1 ou 2. Oui. Ce qui fait quoi? C'est que les locataires et même les propriétaires ne bougent pas. En fait, les personnes ne bougent. Parce qu'avant Covid, moi je me souviens très bien, avant Covid, j'avais des appartements, des colocations. Honnêtement, ça bougeait, mais 2-3 fois plus qu'avant. Mais sauf qu'en fait, le temps que le marché immobilier a une inertie hyper longue. Alors, et les Français ont un rapport à l'immobilier aussi très long. Les banques aussi. Donc du coup, tu es dans cet attentisme. Et donc là maintenant, on sent un frémissement où ça repart. C'est un peu le mot qui sort, mais il faut rajouter quelque chose. Ça repart timidement, mais ça repart.
Mais moi, je pense aussi que les prix sont pas effondrés parce qu'il y a quand même de la demande. En fait, tu as une tension locative qui reste très forte. Malgré tout, ouais. En fait, t'as pas perdu la valeur de ce que tu avais. Ouais. C'est-à-dire que l'emplacement, si on reprend l'exemple de Montpellier, tous les attraits qui faisaient de Montpellier une bonne ville. Pas disparu. Non, mais un bon endroit pour investir, en fait, c'est resté. T'as eu une correction des prix, oui, mais t'as pas eu un effondrement parce que t'as une valeur quand même intrinsèque qui est là et une tension locative qui est forte. Pour reprendre un exemple personnel que vous connaissez, pour avoir un bien familial en vente à Montpellier, ça fait 2 ans qu'on a en vente et même chouïa plus, mais en réalité, on n'a pas baissé le prix très très peu pour pouvoir le vendre. Parce qu'en réalité, on se dit bon, ça, de toute façon, ça va reprendre, donc on préfère patienter un petit peu et on finira de toute façon qu'on n'est pas pressé. Exactement, c'est ce que je vais te dire. Voilà. Si vous n'êtes pas dans la position de vendeur pressé, les gens aujourd'hui, les volumes de vente qui ont été effectués, c'est les gens qui ont pressé et besoin de vendre. Ouais. Besoin de vendre. C'est pas forcément pressé, mais besoin. Voilà, mutation, décès, succession. Voilà, c'est les fameux. Mais comme tout le monde est dans l'attentisme, y compris dans le marché du travail, tout le monde est revenu, alors que juste après le Covid, tout le monde changeait de boulot, tout le monde montait une entreprise, etc. Ouais. Aujourd'hui, c'est un sentiment peut-être, mais on a le sentiment que les gens, voilà, se disent bon, ben finalement, j'ai ma situation, elle est comme ça en ce moment. C'est peut-être pas l'idéal, mais c'est pas si mal que ça. On va attendre pour les projets futurs, on va décaler en attendant. On reporte tout. Un peu plus de visibilité. On en a parlé avant l'émission. Un peu plus de visibilité également sur le monde. Ouais, complètement. La géopolitique, l'économie, voilà, et tout ça, la macroéconomie, et, ce qui se passe aux États-Unis, on en a parlé, la volonté des banques centrales. Ouais. On a vu aux États-Unis Powell qui a commencé à amorcer une baisse de taux et puis qui la met en pause. Les agissements de Trump. Quelle va être la conséquence? Est-ce que Trump ne va pas provoquer une nouvelle baisse des taux qui pourrait in fine profiter encore une fois au marché immobilier? On en a parlé un petit peu, on va pas développer plus que ça, mais voilà, tout ça c'est peut-être des choses qu'on entend, qu'on voit, qu'on analyse et on se dit bon ben pour le coup, je vais attendre, je vais regarder. Le truc, c'est que l'immobilier, on te vend effectivement un bien immobilier, mais ça reste de l'humain. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu es à la machine à café ou quand tu discutes en réunion de famille, tu discutes de quoi en ce moment? Tu vas discuter effectivement de tout le autour de la géopolitique, de la politique intérieure, extérieure, et qu'est-ce que tu vas mettre au centre d'une conversation si tu n'es pas, si t'as pas un peu des envies même de changer de résidence principale ou d'investir, c'est le sujet qui va venir en 4e ou 5e temps. Mais le sujet aujourd'hui va te préoccuper de ton pouvoir d'achat, de savoir un petit peu si tu es en bonne santé, si tout le monde va bien. Tu as des sujets, on va dire, plutôt primaires. En période de crise, c'est souvent ces sujets-là qui sont, on va dire, développés en famille ou entre amis. Bien évidemment, ceux qui ont peut-être un peu plus câblé invest sur bourse ou IMO vont en discuter. Oui. Mais les sujets primaires en période de crise sont plus d'actualité que de l'investissement. Alors que quand on a connu, on va dire, la belle période il y a 10 ans, voilà, moi j'ai commencé à investir il y a plus de 10 d'années, j'ai pas de sujet, pas primaire, on en discutait. Mais rapidement, c'était ouais, t'as fait quoi comme projet? Quel taux? Ah, aujourd'hui, maintenant, on cache. Tu vois? Donc, les ordres des priorités, j'ai envie de te dire. Mais comme dans tout, c'est cyclique et voilà, ça revient. Et ça revient, on le sent en plus. Ces dernières années, les évolutions réglementaires ont été nombreuses. On en a parlé, notamment par rapport au sujet de l'écologie, etc., de la rénovation énergétique. Ma question est celle-ci. Est-ce que vous pensez que quelque part, on a eu énormément de choses qui ont été mises en place, notamment par nos différents gouvernements, beaucoup de lois, beaucoup de sujets, beaucoup de réformes, beaucoup de réglementations, tout ça. Est-ce que vous pensez que on a fait un gros paquet là ces dernières années pour un peu faire une mise à jour parce qu'on était très en retard. Ouais. Très en retard par rapport à d'autres pays peut-être par rapport à ce que ce qu'on veut de notre monde de manière plus psychologique ou et est-ce que vous pensez que ma question est celle-ci, est-ce que vous pensez que ces réglementations, ça va continuer? C'est-à-dire qu'on va continuer à accélérer encore le mouvement, etc., et que ça va venir encore de plus en plus impacter notre quotidien? Ou est-ce que vous pensez à contrario que bon, voilà, on vient de passer 5 ou 10 ans, on a fait énormément de choses, on va avoir quelque part un palier où on va se stabiliser, on va essayer de mettre tout le monde un peu à jour de ça, de ces réformes-là, et ce sera déjà pas mal. Quel est votre regard là-dessus? J'en ai une, mais vas-y. Moi, je pense que le comment dire, le développement normatif, ce que tu disais,
qui est complètement ça. On arrive à un moment où il y a des choses qui vont être mises sur la table pour analyser si c'est pertinent, est-ce que c'est pas pertinent. Je pense qu'on est un peu dans ce moment aussi d'épurer. On l'entend beaucoup dans les médias sur différents sujets, mais je pense que ça concerne encore plus la partie investissement et le locatif. C'est-à-dire qu'il y a eu plein de choses qui ont été faites pour des choses, hein, pour essayer de mettre beaucoup de brides à la chose. Je pense qu'il va y avoir un moment pour essayer de voir si ce qui a été fait c'est pertinent et pour épurer un petit peu la situation. Moi, je pense pas que ça va continuer sur une contrainte aussi forte. Pourquoi ? Parce que l'investissement locatif reste quand même un des placements préférés des Français, et que dans une situation d'incertitude sur les retraites et d'autres sujets, en fait, laisser la capacité aux épargnants français de pouvoir continuer à investir avec une liberté d'action qui reste quand même possible sur ce vecteur-là, je pense que c'est aussi une bonne solution pour un gouvernement qui essaie d'encadrer plein de choses. Donc stratégiquement, en tout cas c'est ce que je pense qu'ils vont pas fermer tous les robinets à ce niveau-là parce qu'est-ce qu'il y a un intérêt à le faire. Ouais, et puis tu l'as dit, peut-être, et on en parlait aussi un peu en amont de l'émission, peut-être qu'au niveau du sujet des retraites, quelque part, si les retraites venaient à baisser, un point qui serait plutôt positif, c'est qu'il y a un maximum de gens qui sont au moins propriétaires de leurs biens. Ça viendrait, entre guillemets, en compenser un peu cette baisse-là. Oui, mais les 5, on va dire, les 3, 4, 5 dernières années n'ont pas montré des signes favorables à l'investissement immobilier, en tout cas, même de façon générale, à la création de patrimoine immobilier. Moi, je suis pour ma prime rénov', je suis pour les C2E, je suis pour la réglementation des DPE, mais je vais le dire, c'est mal fait. C'est très, très mal fait. C'est trop restrictif. On peut mettre en champ, parce qu'en fait, il y a, à part de ça, c'est qu'en fait, en 1 an et demi, ce qu'il faut savoir, c'est que l'investissement immobilier dans le neuf, le dispositif Pinel, a été arrêté. Alors, il était dans les tuyaux, mais il n'a pas été préparé. C'est-à-dire, en 1 an et demi, alors c'est pas notre parti, puisque nous, on est dans l'ancien, donc je pourrais taper sur le neuf, mais non. C'est-à-dire qu'en fait, il faut l'ancien et le neuf. Il faut les deux. Mais construisons un modèle d'investissement ancien et neuf cohérent qui est en parallèle. À aujourd'hui, c'est pas fait. Donc, je dis pas que, en fait, même on peut pas se gargariser que le fait que le Pinel soit arrêté. On manque de logement. À un moment donné, c'est pas possible. Je dis même moi à certains amis qui travaillent dans le neuf, je dis mais naïvement peut-être, hein, mais il y a des dispositifs qui vont revenir. Quand on ne sait pas. Mais l'inertie du bâtiment fait que, en fait, ça va remettre 3, 4, 5 ans à revenir. Donc, toutes ces normes-là, même si MaPrimeRénov' est vertueux sur le papier, franchement, mais j'invite toute personne à faire une demande de prime. Vous arrêtez au bout de 10 minutes. Même moi, je l'ai déjà fait. C'est un calvaire, il faut le dire. Par contre, sur le papier, c'est beau. La restriction des DPE, en tout cas, d'encadrer tout ça, c'est bien. L'encadrement des loyers, cool, mais c'est mal fait. C'est très mal fait. Ouais, on a l'impression que c'est plus une image qu'autre chose, finalement. Parce que dans le concret, c'est bien compliqué, effectivement, de bénéficier de tout ça, et ça demande, c'est pas simple, quoi, voilà. Ça demande, Je pense qu'on parle de simplification depuis pas mal d'années. Il en faudrait. Il en faudrait. Des normes, il en faudrait, c'est sûr. Ouais, il faut légiférer, voilà, il faut mettre un cadre. C'est plutôt un cadre. Moi, j'aime bien le pas de légiférer, mais un cadre, pas de problème, mais un cadre plus souple pour pouvoir, je dis pas que ce soit la Bérésina, mais en tout cas, un cadre, mais beaucoup plus souple. Cohérent et pragmatique. Ouais. Un truc utilisable dans la vraie vie, quoi. Ok, très très clair. Et du coup, là-dedans, comment vous voyez aussi votre avenir professionnel, du coup, dans tous ces changements, dans tout et tout ce que vous avez déjà vécu, parce que là, pour le coup, il y a eu beaucoup d'actualités ces dernières semaines, ces derniers mois. Comment vous appréhendez ça dans votre quotidien? Quelles sont les perspectives? Comment vous voyez en fait les 2 prochaines années sur Dans l'immobilier. Opportunité. En fait, chaque crise, c'est aussi un moment où il peut y avoir des belles choses à faire, et pour les investisseurs, et pour des sociétés comme nous qui proposons d'enlever les points de friction. Tu vois,
ce qu'on vient de dire juste avant, ce qu'on pourrait retenir, c'est pas simple, c'est pas compliqué, on sait pas trop. En fait, nous, on est là pour régler ce genre de problème. D'où l'opportunité de pouvoir, faire plus de projets, s'étendre pour apporter de nouvelles solutions à ces contextes qui sont mouvants, qui sont pas faciles à appréhender seuls, et où l'avantage d'avoir des gens câblés en fait qui font le projet avec vous, c'est de pouvoir aider à éclairer cette zone d'ombre, quoi. Je dirais les années d'opportunité. Ouais, c'est une sorte d'opportunité, mais après, au-delà de ça, c'est que nous, on a un mécanisme qui permet d'enlever beaucoup de problématiques à l'investissement immobilier, mais surtout avec les normes, parce que pour compléter un peu ce que tu dis sur les normes et où ça va aller, je pense qu'honnêtement, ça devrait se simplifier, mais la tendance, elle n'est pas là. Donc, il te faut des acteurs comme nous, intégrés, qui te permettent de savoir saisir ces opportunités. Et je résumerai juste, faire une opportunité en rénovation énergétique, de ne pas se planter sur le bien, le quartier, la classe E, le coût des travaux, et aussi d'avoir la bonne classe énergétique quand tu achètes. Parce que c'est un autre sujet, mais les DPE sont-ils fiables ou pas? Et 3 points de suspension. Non. Nous, on a fait une petite étude, il y avait 90% des DPE qu'on avait. Ouais. C'est pas vrai. Faux. Et comment on le sait? C'est parce qu'on fait une étude thermique pour nos investisseurs. Donc, si tu veux, quand on vient avec un DPE et que tu le réanalyses et tu fais, j'ai été quand même très, il y a des notes en plus. Il y a des sociétés qui font des DPE, les DPE sont faux. Mais c'est un gros sujet, la fiabilité des DPE. Alors, je pense que ça l'a toujours été. Mais, pour mettre les doigts dans le cambouis tous les jours, la fiabilité des DPE, c'est un gros sujet. Et pourtant, ils sont. Alors, mais du coup, ils font foi quand même en termes de. Ils sont opposables. Alors, ils sont opposables. Mais- Après, faut pas dire que tous les diagnostiqueurs. non, Voilà, il c'est faut pas pas dire ça non, parce non. que c'est pas ça. Mais C'est non. que Non, nous, mais dans la vraie vie, dans la vraie vie, vie, il peut y avoir Il y a différents des biais. écarts. Il y a des Il y a Ouais, des écarts exactement. significatifs. Donc, significatifs. pourquoi? Parce que dans le mécanisme, est-ce que l'alignement des intérêts, encore une fois, le vendeur, il a plutôt intérêt d'avoir une bonne note. Ouais. L'acheteur, tu comprends? Sinon, c'est un levier de négo. Donc, l'acheteur, il achète souvent avec un DPE qui est un petit peu favorisé. Encore une fois, tous les diagnostiqueurs sont pas dans le même panier, mais dans le constat qu'on fait, nous, tous les jours, c'est que pour qu'on se fasse des stats, c'est quand même quel sujet, quoi. On est même étonné d'avoir des DPE qui correspondent C'est vrai. à nos Il y a bilans pas longtemps, thermiques on en a eu un, internes. j'ai dit, t'as vu, c'est Ouais. juste. Il C'est me vrai. dit, fais gaffe, Mickaël. Je dis, écoute, parce que la faculté aussi qu'on peut avoir aussi en recherche, c'est que quand on rentre dans un appartement, une maison, je dis pas que je sais analyser un Non, mais DPE. on sait scanner. Tu sens. On a les outils et l'expérience, la grille Ouais. de lecture pour scanner et dire, attention, le DPE est trop Ouais. enthousiaste. Et ouais, il y a un sujet, ouais. Donc, généralement, la plupart du temps, on se trompe pas trop. Alors, on n'est pas capable de dire la Oui. note, mais on est capable de dire, ouais, là, on n'aura pas beaucoup de rénovation énergétique ou pas. Ça, on est capable de Et après, à la grille de lecture qu'on a, on peut et faire. après, on vient le regarder en précision avec un logiciel spécifique Voilà. qui nous permet d'analyser le truc et du coup de faire les scénarios, si tu veux, pour projeter la rénovation. Mais c'est vrai que les DPE Ouais. surestimés, il y en a, c'est un sujet, ouais. Incroyable. Bravo, j'entends ça. Ok, bah, super intéressant. On a parlé beaucoup dans le concret et c'est chouette parce qu'en fait, bon, au-delà du cadre qu'on avait défini pour l'émission, je pensais pas qu'on irait autant dans des conseils. Tu vois, par exemple, faire gaffe, notamment au DPE quand on achète, peut-être. Est-ce que du coup, là, par rapport à ce que vous dites, est-ce que du coup, il faut pas des fois, quand on veut acheter un bien, faire un contre-DPE, Une contre-expertise, ouais. un contre-diagnostic. Ouais. Ouais, est-ce que du coup, c'est pas quelque chose qu'il faut vérifier? Alors, autre conseil, mais autre peut-être aussi postulat que nous on fait, alors là, je vais me mouiller un peu parce que c'est un peu ma conviction personnelle, c'est que je pense qu'on devrait s'américaniser sur la relation qu'ont les agents immobiliers et la vente immobilière. Je m'explique. Aux États-Unis, tu as un agent immobilier vendeur et un agent immobilier acquéreur. Oui. Tu n'as pas, alors je ne sais pas si c'est interdit, mais en tout cas, tu n'as pas de particulier à particulier, de vente de particulier à particulier. Tu as un site qui existe, mais c'est de pro, voilà. Mais tu n'as pas de vente entre particuliers aux États-Unis. Par exemple. C'est pas possible? Non. Donc, en fait. Bon, société en France, c'est possible, c'est compliqué parce que le cadre légal derrière. Je ne pense pas qu'en France ce soit possible avant un moment. C'est ce que moi j'aimerais. Pourquoi? Ah ouais. C'est ce que pourquoi? C'est une histoire encore des intérêts. Quand nous on fait faire un achat d'un achat acquéreur pour nos clients, on va challenger, on va vérifier tout ça parce qu'on parle de DPE, mais Oui. on va vérifier que l'immeuble ou que la maison soit saine. Oui. On va vérifier. Bon, il y a plein de choses qu'on va vérifier. Même L'exploitation de ce qu'on l'exploitation aussi qu'on va faire. Oui. L'aspect notaire, que le notaire, voilà, on accompagne les gens chez le notaire, au compromis pour bien valider que ce qu'a vu
projeter le client, ce soit OK. Et donc, du coup, les intérêts du vendeur sont validés par quelqu'un et les intérêts de l'acquéreur sont validés par quelqu'un, par 2 agents immobiliers. Alors, encore faut-il que les agents immobiliers soient câblés, on est d'accord, qu'ils soient compétents, il n'y a pas de sujet. Mais je pense que déjà, à un moment donné, je pense que les intérêts seraient plus alignés si tu avais des agents immobiliers de part et d'autre. Voilà, ça, c'est une conviction que j'ai personnelle. Parce qu'en travaillant, nous, pour nos clients, on s'aperçoit de l'intérêt de venir déminer plein de sujets. En fait, si on l'a sur nos projets d'invest, où c'est nécessaire de venir déminer, est-ce que le DPI il est bon? Est-ce qu'il y a vraiment tout? Est-ce que... vous êtes sûr, la réno énergétique de la copro, les projets de qu'est-ce qui a été voté, à quel moment, l'impact, c'est des trucs tout bêtes, entre guillemets, mais qu'il faut savoir quand même challenger. Donc, l'intérêt de venir challenger tous ces points, nous, sur nos projets d'invest, on s'aperçoit de l'intérêt qu'il y aurait plus globalement à le faire sur tous les projets immobiliers. Parce que le rôle de conseil que peut avoir un agent immobilier, quand tu es agent immobilier, que tu as un mandat de vente et que tu vends à des acquéreurs, tu vas inconsciemment ou consciemment filtrer des informations. Voilà. Que tu le fasses exprès ou pas exprès. Ouais, et c'est ce qui est reproché au monde de l'immobilier en France. C'est qu'en fait, on te dit, bah voilà, il y en a souvent les critiques que tu entends, c'est il connaît pas son produit, il est pas bon, il est pas compétent, il l'a pas fait chier. Et en fait, si par contre tu dissociais les intérêts de part et d'autre, je suis persuadé que l'image et la compétence des agents immobiliers progresseraient. J'en suis convaincu. C'est toute une histoire de conseil. Et encore plus dans l'investissement locatif, où tu as des chiffres, un BP, des loyers, une rentabilité, des travaux, la réno énergétique. Tu as encore plus de paramètres à prendre en compte dans le conseil que tu peux avoir. Bien sûr. Ok, super intéressant. Oui, il y a beaucoup de conseils et d'astuces là que vous nous avez donné. C'est super riche. Je pense que, enfin, moi en tout cas, j'ai beaucoup appris. Je pense que ça va beaucoup renseigner du monde. Vous avez donné beaucoup de valeur. Merci pour ça. On reste justement dans les conseils que vous pouvez éventuellement donner en tant que professionnel. Loïc, est-ce que pour toi, il y a, allez, 2, 3 pièges principaux à éviter quand on achète un bien à rénover pour de l'investissement locatif? Si je devais te dire, voilà, en tant qu'ami, Loïc, dis-moi les 3 pièges qu'il faut que j'évite absolument. Je veux faire un investissement locatif, le rénover. Qu'est-ce qu'il faut que absolument j'évite? Bonne question. Très bonne question. Très bonne question. Alors, il y en a plein, mais on va s'arrêter sur quelques-uns. Déjà, ça serait en fonction de ton projet. C'est-à-dire, est-ce que c'est de la longue durée? Est-ce que tu fais une coloc? Est-ce que c'est de la location saisonnière? En fait, l'exploitation que tu vas faire de ton projet, Oui. d'accord, c'est est-ce que tu as le droit de le faire là où tu le fais? Règlement de copro. Est-ce qu'il y a des encadrements particuliers à vérifier? Est-ce que il y a un encadrement des loyers? Comment, en fait, parce que faire des BP avec des beaux chiffres, c'est facile. Les rendre en réel et s'assurer que c'est faisable, c'est quand même une compétence. Et en fait, venir checker que déjà, ce que tu as mis dans tes chiffres, ça pourra être faisable, techniquement, juridiquement, contractuellement, entre guillemets. Donc, venir checker ça. Règlement de copro, ça peut être l'urbanisme, différentes choses en fonction du projet. Ça, c'est sur la partie, on va dire, réglementaire. Ensuite, je dirais, voir ce qui va être nécessaire. Bon, partir du DPE, même si c'est pas toujours juste, mais bon, les diags initiaux, on va dire. Ça va déjà t'aider à guider un petit peu qu'est-ce qu'il y a à faire. Challenge-les. C'est pas, peut-être, il faut les challenger. Ouais. c'est pareil. Ouais. Le diagélec, voilà. Donc, venir vérifier, si tu veux, ces aspects-là. L'électricité, la plomberie. Souvent les salles de bain, parce que la plupart des dégâts des eaux, c'est dans les salles de bain, au niveau des joints, au niveau des bacs à douche, des mitigeurs. Donc, en fait, il y a certains points critiques qu'il va falloir bien encadrer. Si tu fais des créations de salles de bain, vérifier les évacuations, vérifier les dimensionnements de ton compteur électrique aussi, par exemple, si tu viens changer ton système de chauffage ou ton système d'eau chaude. Ah, on change tout, on était au gaz, on va passer 100% électrique. Ok. Quelle est la puissance maximum que tu vas pouvoir avoir? Parce que tu as des appartements de certains types d'années, années 60-70, qui étaient au gaz. Si tu veux le passer en électrique, le dimensionnement des colonnes, si tu veux, d'alimentation électrique, elle est dimensionnée pour des appartements qui avaient 3 ampoules et 2 prises, quoi. J'exagère volontairement, mais pas pour que tu passes tout à l'électrique. Donc, tu vas peut-être avoir un sujet. Il faut valider avec Enedis. Donc, si tu veux, il y a certains points à venir checker pour être sûr que tu vas pouvoir faire ce que tu as envie. Donc, je dirais l'encadrement. Est-ce que tu peux faire ton projet là où tu veux le faire? L'électricité et la plomberie, les lots techniques avec le dimensionnement.
Après, il y en a beaucoup d'autres, mais voilà, j'en sélectionne quelques-uns volontairement, voilà. Mais après, il y en a beaucoup d'autres. Je pourrais te faire une liste. Il faudra du café, Très tout bien. ça, cette année, avec plaisir. Je prendrai note. Je prendrai note. Mais tiens, ça peut faire un sujet d'une newsletter. Ouais. Enfin, un sujet de newsletter. Ah, carrément. Le ouais, ouais. dépistage, en fait, attention, c'est miné. Et où est-ce que c'est miné? Nous, Ouais. on peut vous aider à voir où c'est miné. En fait, il y a un peu une checklist de choses à vérifier qui sont, c'est des choses fondamentales. C'est-à-dire que si tu le fais pas, t'es mort. Ton truc, il est claqué. Ça va pas marcher. Donc, s'assurer que tu as le droit de le faire, de comment tu vas le faire. Parce qu'ensuite, en fait, c'est pour ça que je reste que sur ces points-là, parce qu'il va y avoir plein de choses. Il peut y avoir l'amiante, il peut y avoir le traitement des sujets de rénovation énergétique. Ah, on va venir isoler. D'accord? Est-ce que ta pièce, elle fait bien la bonne surface pour faire la location que tu veux faire? Est-ce que tu as le bon nombre de prises? Est-ce que la configuration s'y prête? Est-ce qu'une fois que tu mets tes ça fonctionne? En fait, tu as plein de choses à venir déminer. Ça fait un entonnoir que tu peux, qu'il faut pouvoir mener pour s'assurer que le projet fonctionne bien. Si tu as des immeubles et maisons, tu as l'assainissement, tu as les façades, tu as les toitures. Voilà, donc en fonction du cas, tu peux avoir encore une couche de travaux. Oui, je prenais l'exemple d'un appart parce que ça paraît plus ça simple. part, ouais, c'est ça. Ok. Donc vous êtes témoin, ça fera le sujet d'une newsletter de Loïc bientôt. Avec plaisir. Michael, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite, là pareil, peut-être un, deux ou trois conseils principaux, quelqu'un qui souhaite se lancer pour la première fois dans l'investissement locatif en 2025? Si la personne a la réelle volonté, c'est d'y aller à fond, c'est-à-dire à fond, être réactif. Aujourd'hui, même si là ça repart, même si non ça repart, mais les bonnes opportunités partent. Donc il faut être réactif, visiter pour visiter et visiter pour se connaître bien le secteur. Aujourd'hui, moi des fois j'ai pas besoin de me déplacer pour évaluer si je présente un bien ou pas à un client. Non, tu vas le voir quand même. Les gens vont croire que je travaille pas. Mais non, à un moment donné de visiter, d'avoir cet effet de masse au début va te permettre d'acquérir une certaine expérience secteur. Voilà, cette expérience secteur te permet d'avoir une analyse plus vite, plus rapide et de visiter les bons produits pour calibrer le projet. Il y a un premier gros filtre. Ouais, exactement. Ouais. Mais ça se fait pas en 2 jours, ça se fait en plusieurs mois. Faut pas croire que ça se fait en 2 ou 3 mois. C'est 6, 8, 12 mois de visite à fond. Et il faut passer, je pense, plutôt ce cadre-là de visite et d'être réactif. Pour moi, l'immobilier locatif, l'investissement locatif en tout cas, c'est la réactivité. Et connaître du coup l'enveloppe de financement que tu peux avoir, parce que définir son cahier d'échange en fait, ce que nous on fait avec les clients, c'est quelqu'un qui le fait pour lui, il faut qu'il parte de là. Qu'est-ce qu'il en attend, qu'est-ce qu'il a comme levier, combien est-ce qu'il a un effort d'épargne à mettre, qu'est-ce qu'il peut mettre comme épargne, parce qu'en fait, si tu visites des biens à 500 mais que tu peux déjà acheter que des trucs à 200, bon, faut partir aussi de ce que tu peux faire, quoi. Complètement. Ok, très clair. Qu'est-ce que vous diriez, et on va certainement conclure là-dessus, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui hésite à investir pour la première fois dans l'immobilier? Pourquoi tu hésites? Non, mais en fait, moi, de ce que je constate, parce que je suis le premier filtre avec les clients et de ce que je vois, c'est qu'en fait, il y a une peur de pas mal. Alors, qui est totalement compréhensible. Honnêtement, je la comprends aisément. C'est déjà la première fois, par rapport à ne serait-ce qu'on parlait des visites, appeler un agent immobilier, quelles questions demander, quel montant de travaux estimé, est-ce que justement le DPE est fiable pour pouvoir faire de la rénovation énergétique ou pas. Il y a pas mal de filtres que les gens se posent au début et qui ont peur de passer le premier cap même de la visite, et après il y a tout ce que je viens de dérouler. Donc moi je pense que les personnes doivent passer en fait ce premier filtre-là, de prendre un peu son téléphone, de faire les premières visites, 2, 3, voilà, peut-être en espace de quelques jours, hop, on rappelle, et puis ensuite, de petit à petit, d'accélérer ça pour pouvoir enlever cette, on va dire, cette peur de vouloir investir. Voilà. En tout cas, c'est ce que je ressens. Et puis après, il y a une typologie de clients qui n'ont pas envie de s'embêter. Voilà, clairement, ils n'ont pas le temps. J'ai discuté encore hier soir avec un investisseur qui a quand même pas mal investi et qui va nous faire bosser parce qu'en fait, oui, il veut déléguer. Il veut déléguer. Donc, par contre, moi j'aime bien donner les deux mondes, c'est-à-dire il y a du clé en main ce que nous on fait. Oui. On est pour une typologie X de personnes et il y a des gens qui veulent investir par eux-mêmes et grand bien leur en face. Je pense surtout qu'il faut qu'ils investissent, peu importe la manière,
Et seul, c'est visiter. Et même avec nous, nos clients, on leur fait part de nos visites. Donc, voilà. Et surtout, le gros avantage, peut-être, de bosser avec une boîte comme ça, c'est d'apprendre en même temps pour son premier investissement. Et ensuite, le deuxième, il peut le faire seul. Hein. Il n'y a pas de sujet. Oui, bien sûr. Mais par contre, seul, faut passer ce cadre un peu de peur, un peu de syndrome, un peu d'imposteur, de pouvoir passer cette barrière-là et de dérouler. Le premier investissement peut être une opportunité aussi de se former pour les suivre. Ah mais complètement. Ah, surtout qu'en fait, nous, on a une méthode où on est super transparent sur toute la chaîne. Ouais. Donc, que ça soit avant les visites, enfin, les visites que tu fais, les montages de dossiers, les estimations, en phase travaux, si tu veux, on partage aussi toutes les phases d'avancée, tout le raisonnement. Donc, on les aide. Après, ce qu'on constate aujourd'hui quand même, c'est qu'on a un gros taux de réengagement de nos clients. Ah, oui. Et finalement, le deuxième, ils le font quand même avec nous, ils le font pas tout seuls, parce que, en fait, le confort, ça reste cool. Oui, c'est vrai. Non, mais je veux dire, quand tu peux le faire dans ton canapé et que t'as pas la charge mentale de devoir le gérer, bah nous, on te permet de pouvoir faire dodo la nuit et tout ça. Enfin, je veux dire, non. Ouais, t'as pas 0% de charge mentale. Bah, bien sûr. Non, mais tu mets des billes. Elle est très fortement réduite. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Après, par exemple, là où on est capable de faire, et c'est pour ça que je parlais des intérêts alignés quand nous on fait acquérir les gens, c'est que ça nous est arrivé d'abandonner des projets parce qu'on a appris que les charges étaient plus élevées et du coup ça marchait pas dans le BP. On dit au client n'y allez pas. On y est avant la signature évidemment, mais n'y allez pas. Il y a. Parce qu'on nous a menti. On nous a menti. Les informations communiquées sont pas bonnes. Faites pas ce projet. Voilà. On vous en trouvera un autre. En fait, on est vraiment câblé intérêt client. L'objectif, c'est qu'ils fassent le bon projet. Et qu'ils reviennent. Parce que nous, en fait, on aime aussi les travailler avec eux dans la durée, tu vois, parce que voilà, les stratégies, elles peuvent se faire sur un bien, 2 biens, 3 biens. Enfin, on en a qui ont acheté plusieurs biens avec nous. Et puis c'est cool de progresser, tu vois, avec eux ensemble. Donc, on est vraiment dans cette dimension-là. Génial. Les garçons, on vous retrouve régulièrement sur la table des investisseurs, sur la newsletter. Ouais. Vous intervenez minimum une fois par mois sur la lettre écrite par des professionnels. Donc vous avez la catégorie immobilier. Merci pour ça parce qu'à chaque fois c'est des articles qui plaisent beaucoup et qui sont de grande qualité. J'espère qu'il y en aura bien. On peut vous retrouver sur greenliving.fr. Ouais, greenliving.fr. Après, on est assez connecté. LinkedIn, Instagram. Insta, toi, t'as beaucoup, ouais. Greenliving.impact. Alors, greenliving.impact sur les réseaux et greenliving.fr pour le site internet. Pour le site internet. Ok, super. S'il y a des questions en commentaire, les gens peuvent vous les adresser également. Vous pourrez y répondre en commentaire de la vidéo. Carrément. Voilà, donc n'hésitez pas. S'il y a des questions, Michael et Loïc répondront. Et puis, voilà, s'il y a même des questions au-delà, voilà, juste des besoins de renseignements. Des questions que vous posez pour la newsletter, on fera l'info sur les travaux. Si vous avez des points particuliers que vous voulez traiter, n'hésitez pas à les poser. Comme ça permettra d'y répondre pendant la newsletter. Ouais, c'est une bonne idée. Et puis Michael, en plus, il met toujours son numéro de téléphone dans les newsletters, son mail, etc. Donc je sais que t'es hyper, comme moi, hyper connecté. Même peut-être trop pour certains, mais ouais. Certaines. Exactement. Le sujet. Voilà. Non, certaines, j'ai 3 femmes à la maison, donc les 3 me le disent. Papa, tu devrais raccrocher le téléphone. Mais bon, le truc, c'est que, en fait, même que ce soit commercialement ou techniquement, la satisfaction client, on veut que les gens soient contents. Donc on fait tout, même quand il y a des problèmes, parce qu'il y en a des problèmes, on en gère, on veut que les clients soient satisfaits. On veut pas qu'ils se disent que de travailler Greenliving, on abandonne le bateau. Non, on l'abandonne pas. Non, mais ça correspond pleinement aux valeurs. On s'est beaucoup retrouvé, c'est sur des sujets différents, mais liés quand même à l'investissement. Ce sont des valeurs sur lesquelles nous nous sommes retrouvés. Et en plus, on partage encore une fois cette belle vie. Donc ça rajoute en plus quelque chose en supplément. N'hésitez pas, donc, en commentaire de la vidéo, à poser vos questions à Michael et Loïc. Ils y répondront volontiers. Et on les retrouve donc sur le site greenliving.fr. Les garçons, merci pour tout. Merci à toi. Et à très bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.